Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Nous la name dans la commune de Kaolack, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 16 août 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Tchofak Bambara, un quartier dans la commune de Kaolack, les habitants étaient dans la rue pour dénoncer la gestion jugée insuffisante des autorités face aux inondations et ses lourdes conséquences. Sans réponse, les habitants continuent de vivre dans l'angoisse, le regard tourné vers le ciel. À chaque nuage menaçant, nous nous rendrons à Tchofak. Le Saloum, un des épicentres économiques du Sénégal aujourd'hui, nous sommes dans une phase transitoire pour aller vers un Saloum beaucoup plus productif en matière d'opportunités et de possibilités pour la jeunesse, a déclaré le directeur général de la CDC, Fadilou Keïta, lors de sa visite de courtoisie chez le khalife général de Médina Baye. Votre rubrique Djangando Chibelen Anam s'intéresse à l'infraction relative au vol et les sanctions prévues par la loi sénégalaise. Neifatou Sissé s'entretient avec l'avocat Maître Serine Djong. Sur l'international RDC, 10 ans de prison contre Constant Moutamba. L'arrêt de la haute cour sera rendu dans 2 semaines, soit le 27 août prochain. Et sport, début des championnats européens. Chan 2025, clap de fin pour la Guinée et le Niger. Dans un groupe, c'est très disputé. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après. Le journal Serine Moussa Khan. Qui vous dit bonjour, Seydi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques Tchofak Bambara. Les dernières précipitations ont provoqué d'importantes inondations, plongeant les habitants sous les eaux et créant un paysage de désolation. Adama Diarra lance un appel pressant aux autorités à mettre en place un plan d'assainissement. Il est interrogé par Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. Ici, nous avons un problème fondamental qui est donc la panne de la machine. En même temps, les tuyaux ne sont pas adéquats pour évacuer les eaux. Sur ce, nous voulons donc une pompe 600 avec des tuyaux adéquats pour faciliter donc l'évacuation des eaux. Si cela ne se fera pas, donc on risque de vivre chaque année ce que nous vivons ici. Parce que ça fait des années que nous vivons la même situation. L'année dernière, même le ministre Cheikh Diandje était là. Il nous avait promis donc un bassin de rétention, mais malheureusement, son installation n'a pas pu se faire. Je ne sais pas pour quelle raison, mais nous sommes toujours dans l'attente de cette bassin. Mais pour une solution urgente, nous avons besoin d'une pompe 600 avec des tuyaux adéquats pour faciliter l'évacuation. Je me répète encore. La solution maintenant durable, c'est que nous voulons donc un canal. Parce que là, on ne peut pas vivre ça. Tous les ans, on vit la même chose. C'est pas normal. Donc pour une solution durable, on vous propose donc de nous installer donc un canal. Sur ce, nous aussi nous avons des propositions sur ça. Si les autorités nous contactent, nous avons des solutions sur ça. Donc je pense que la situation est là, comme tout le monde l'a constaté, c'est ça. Selon toujours Adama Diarra, des maisons sont inondées, plusieurs daras sont dû fermer. Ils réclament un bassin de rétention permettant d'évacuer les eaux pluviales. Les habitants espèrent une intervention rapide des autorités pour mettre fin à leur détresse. Les dégâts, ce matin, on a entendu qu'il y a un mur qui s'est affaissé récemment. On ne sait pas d'ici 2 jours, 3 jours, qu'est-ce qui va se passer. Même, on ne souhaite pas une perte de vie. On ne le sait pas. Mais avec les enfants, tout est possible. Et les écoles coraniques? Les écoles coraniques aussi ont fermé. Il y a une école qui est à côté de moi, les autres qui sont derrière. Donc toutes les écoles sont fermées. À cause de quoi? À cause donc des eaux. Donc il faut nous aider. On lance un appel au président Bassirou Diomaye. Au secours, au secours, au secours. La situation des structures de santé, notamment le poste de santé. Oui, le poste de santé est coupé du reste de la population. Vous avez vu les eaux. Donc pour aller donc, au poste de santé, il faut faire un grand tour. Soit on passe de ce côté, soit on passe de ce côté. Donc si tu as une urgence, on ne sait pas, mais il peut mourir en cours de route. On peut faire 15 jours à 20 routes pour aller au poste de santé. Si on passe par de ce côté, 2 minutes, 3 minutes, on est à la porte du poste. Donc la situation vraiment, on attend jusqu'à présent. Il était là en pareil moment avec le gouverneur, donc avec toute son équipe, mais toutes les promesses sont restées vaines. Parce qu'il y avait une promesse de faire un bassin de rétention, mais jusqu'à présent, on ne sait pas. Soit on nous dit que c'est un problème de terrain, le propriétaire demande de l'argent, on ne sait pas. Quel est le problème exactement, on ne sait pas, vraiment. Bon, on ne peut rien faire, à part lancer des alertes, on ne peut rien faire. On peut faire des points de presse pour dénoncer la situation, mais à part ça, on ne peut rien faire. On est impuissant par rapport à la situation, on ne peut rien faire, malheureusement.
L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 12h05 si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 16 août 2025. L'info se poursuit sur le www.radioalfayda.net. Lors de l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal, le président sortant, le juge Ousmane Chimère Diouf, est revenu sur les attaques visant la magistrature tout en réaffirmant son ouverture aux critiques constructives. Il a mis en garde contre les discours susceptibles de discréditer l'institution. C'est incontestable que le discours politique fait d'attaques et d'invectives avec comme principal objectif de convaincre et d'influencer l'opinion publique peut avoir un impact sur la perception de la justice. Et les tensions politiques peuvent avoir des effets sur le fonctionnement de celle-ci, avec comme conséquence une mauvaise perception faite à dessein pour donner l'impression d'une justice partiale ou imparfaite. Pour garantir cette équité, la justice doit jouer son rôle en toute indépendance, en mettant en exergue son impartialité, être à équidistance des partis et s'abstenir de jouer un rôle actif dans le débat public. En effet, le magistrat ne peut alimenter le débat public par des prises de position contraires à son serment et doit attendre d'être saisi pour rendre sa décision. Il doit également éviter tout propos ou comportement qui pourrait être considéré comme irrespectueux envers les justiciables et faire preuve de retenue dans ses commentaires sur les réseaux sociaux. La mesure, l'humilité et la prudence doivent être de mise pour ne pas compromettre l'image d'impartialité de la justice. Dame Justice n'est en effet ni avec ni contre personne. Elle ne peut donc jouer un rôle actif dans un permanent jeu politique fait d'attaque, d'instabilité, de polémique, d'intérêt du moment à gérer, en évitant en sa qualité d'arbitre, comme le rappelait notre éminent doyen Kéba Mbaye, de descendre dans l'arène pour y prendre des coups. Qui atte, buy xulo di xeex kan moo koy atte. Il a mis en garde contre les discours politiques susceptibles de discréditer l'institution en annonçant se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Ousmane Chimère Diouf rappelle certains principes simples, je cite, « Nous tenons tout simplement à rappeler que la Constitution donne la prérogative au Parlement de contrôler l'action du gouvernement. » La parole publique du magistrat, qu'elle soit orale ou écrite, doit se faire dans le respect des règles prévues par nos statuts et visés ci-dessus. Les principes gouvernant notre profession ne sont nullement conciliables avec le populisme. Le respect de ces principes justifie le silence du bureau après le vote par l'Assemblée nationale de la loi portant règlement intérieur qui, dans une de ses dispositions, avait prévu la possibilité pour le Parlement de convoquer les magistrats. Le Conseil constitutionnel étant appelé à contrôler la constitutionnalité de cette nouvelle règle, le bureau avait en toute logique choisi de différer sa prise de position. Par décision numéro 2C 2025, rendue le 24 juillet 2025, la haute juridiction rappelant les principes de base de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses considérants 49, 50 et 51, a déclaré certains alinéas de l'article 56 du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale contraires à la Constitution. Nous nous y conformerons et tenons simplement à rappeler que la Constitution donne la prérogative au Parlement de contrôler l'action du gouvernement, d'entendre les membres du gouvernement, les directeurs généraux d'établissements publics, de sociétés nationales et d'agences par le biais de commissions parlementaires permanentes. Si l'Assemblée a également la possibilité de créer des commissions d'enquête, il est aisé de constater qu'aucune disposition de la loi fondamentale ne lui donne expressément compétence pour entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal. À l'instant, le président sortant, le juge Ousmane Chimère Diouf, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, lors de cette Assemblée générale de l'UMS, a reconnu que la justice sénégalaise souffre depuis quelques années d'une perception négative auprès d'une partie de la population, des critiques souvent excessives et dépourvues d'objectivité. Voilà presque un an, jour pour jour, que nous honorions le Conseil constitutionnel qui s'était illustré de fort belle manière dans le dénouement de la crise sociopolitique dans laquelle notre pays s'était enlisé. Certains membres de cette auguste assemblée sont ici présents avec nous et là sans leur président, arraché à notre affection le 10 avril dernier. Prions pour que le Seigneur couvre de son manteau protecteur la famille ou les familles du président Mamadou
Badio Camara, du juge Ndari Touré, du président Mamadou Yaham Ley, qui nous ont quittés depuis la dernière Assemblée générale. Mesdames, Messieurs, l'Assemblée générale annuelle de l'UMS offre l'occasion de faire un état des lieux de l'institution judiciaire en insistant notamment sur les problématiques identifiées comme étant parmi les plus prégnantes, les solutions envisagées et les efforts consentis pour y faire face. Sous ce rapport, nous convenons tous que ces dernières années, notre système judiciaire a souffert et souffre encore d'une perception défavorable auprès de certains de nos concitoyens. Les critiques formulées, souvent excessives et dépourvues de toute objectivité, ne s'accommodent point d'une démocratie en construction et de l'instauration d'un climat des affaires propice à l'émergence. Prenant la pleine mesure de la nécessité de disposer d'un système judiciaire plus performant et inspirant davantage confiance aux usagers du service public de la justice, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, a pris la décision au tout début de son magistère de consacrer l'édition 2024 de la Journée du dialogue national à la réforme et la modernisation de la justice. Au cours de ces assises qui ont réuni plus de 400 participants issus de différentes catégories socio-professionnelles, des consensus forts se sont dégagés. Au rang de ceux-ci figure la nécessité de faire des efforts structurels en faveur de la justice, notamment au niveau du financement des ressources humaines ainsi que des infrastructures. D'ailleurs, les conclusions issues de ces concertations ont retenu comme principale recommandation le renforcement des ressources financières et infrastructurelles du service public de la justice pour la consolidation de l'état de droit et l'accès équitable à la justice. Le garde des Sceaux a exhorté les citoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire. Selon lui, ces attaques nuisent à la démocratie en construction et à l'instauration d'un climat des affaires favorable à l'émergence. Sur le plan infrastructurel, je voudrais souligner que dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation des infrastructures du ministère de la Justice, PROMIJ, les palais de justice de Pikine-Guédiawaye, Rufisque, Fatick, Diourbel et Tivaouane ont été réceptionnés entre fin 2024 et début 2025 et offrent ainsi de meilleures conditions de travail aux différents acteurs de la justice. L'exécution du projet connaît depuis quelques mois un ralentissement dicté par une volonté de revoir au mieux des intérêts de l'État certains aspects du cadre juridique d'intervention de l'opérateur. La poursuite du PROMIJ devrait impacter tous les chefs-lieux de région et la quasi-totalité des chefs-lieux de département. En effet, le constat est largement partagé dans certaines contrées de notre pays que les édifices qui symbolisent la justice sont dans un état de dénuement qui est loin de refléter la dignité et le rang qui s'attachent à l'exercice du pouvoir judiciaire. Notre système judiciaire a fait l'objet de vives critiques ces dernières années, comme vous l'avez si bien relevé, Monsieur le Président. Comme vous l'avez également si bien précisé, on doit se garder de confondre critique et discrédit. L'activité du magistrat, comme toute activité humaine, n'est pas une œuvre toujours parfaite et ne saurait par conséquent échapper aux critiques. D'ailleurs, le législateur l'a si bien compris qu'il a aménagé des voies de recours pour permettre à tout plaideur de contester une décision de justice qui ne lui est pas favorable. Je profite ainsi de l'occasion pour inviter tous nos concitoyens d'ici et d'ailleurs à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire. Celle-ci représente en effet un des piliers fondamentaux de notre jeune État-nation en construction qui a besoin d'institutions fortes pour prétendre à une postérité durable. Avant de clore, je voudrais féliciter le président et le bureau qui vont passer le témoin à une nouvelle. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. À l'issue du 15e congrès ordinaire du SAES, 40 ans d'existence, son secrétaire général David Célestin Faye a été réélu pour un nouveau mandat de 3 ans. Il a lancé un plaidoyer sur un certain nombre de points au ministre sur l'adaptation du décret portant allocution spéciale aux familles des enseignants et chercheurs décédés et le recrutement massif d'enseignants.
Le SAES vient de clôturer la cérémonie d'ouverture de son 15e congrès, puisque le mandat du Bureau national est arrivé à terme, élu depuis 2022. Et c'est un moment pour nous, de bilan, de discussion avec nos différents délégués qui sont là, qui viennent toutes les universités sénégalaises, mais aussi de faire un diagnostic de l'enseignement supérieur et de proposer des solutions. Et aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, c'est la question de la santé des chercheurs, question douloureuse, bien sûr, vu les conditions de travail et d'existence dans les universités publiques. Nous sommes là pour passer au peigne fin de tous ces facteurs-là qui ont un impact direct sur la santé des enseignants, sur le bien-être et qui peut influer sur les performances des universités. Il y en a beaucoup, elles sont liées bien sûr au déficit d'enseignants dans les universités depuis des années. Aujourd'hui, nous avons le recrutement qui va se faire, comme annoncé par le gouvernement, qui pourrait aider à soulager. L'effort doit être soutenu continu ces prochaines années. Et il y a aussi la question du déficit en infrastructure pédagogique en salle de classe. Il y a vraiment de difficultés. Mais nous, en tant que syndicat, ce que nous pouvons dire, c'est que le SAES, il a 40 ans d'existence, c'est un syndicat de réflexion, de proposition. Nous posons les problèmes, certes, mais nous venons aussi avec les solutions. Tout ce que nous demandons, c'est que le dialogue soit poursuivi, soit maintenu pour que l'on puisse anticiper toutes les difficultés qu'il y a. Donc, nous restons disponibles, comme nous l'avons toujours été, pourvu que l'espace de dialogue, en tout cas, soit bien défini et qu'il soit consolidé. Le congrès vient d'être ouvert. Il y a des travaux de commission qui vont se faire dans les prochains jours. Et à l'issue des ateliers, nous aurons des propositions à faire au gouvernement et nous espérons en tout cas que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que justement la santé des enseignants, au-delà de la santé des enseignants, mais la santé de tous les acteurs de l'enseignement supérieur, que ce soit les étudiants, les personnes administratives et les enseignants. Et je dois dire que le SAES, ce n'est pas un syndicat des enseignants, mais c'est un syndicat de l'enseignement supérieur. Donc nous allons parler des questions liées à la santé des enseignants, mais pas de cocher aussi à la médecine du travail qui concerne pas que les enseignants, mais aussi les parties et les étudiants. Donc les commissions qui vont se tenir vont réfléchir et vont proposer des recommandations fortes sur les résolutions du congrès que nous soumettrons aux autorités. À l'instant, David Salestin Faye sur l'adoption du décret portant allocation spéciale aux familles des enseignants et chercheurs décédés et le recrutement massif d'enseignants. Lors de sa prise de parole, le ministre Abdourahmane Diouf a apporté des réponses à leurs revendications tout en assurant les enseignants sur les différentes questions posées. Voici ses propos. Je suis venu parce que je dirige un secteur sensible où le SAES est l'un des acteurs majeurs, aussi bien dans la production de sens, dans l'approche syndicale, que dans les enseignements que les enseignants-chercheurs distillent tous les jours à nos étudiants. Il me fallait être là pour les écouter, pour avoir une cartographie claire, encore plus claire de leurs attentes, leur donner les réponses du gouvernement et surtout tracer les voies d'un partenariat pérenne qui nous permette d'éviter les conflits et de pouvoir, quelle que soit la délicatesse du sujet, nous asseoir autour d'une table pour trouver une solution. Cela fait 16 mois maintenant que nous sommes là. Le SAES nous a soumis un certain nombre de revendications. Le gouvernement du travail du Sénégal travaille à régler ces problèmes. Tout n'est pas parfait, mais tant que nous sommes dans le cadre d'un dialogue ouvert, comme c'est le cas actuellement, je suis sûr que nous pourrons trouver des solutions. Le SAES est acteur en tant que syndicat, mais le SAES est aussi acteur parce que la plupart des enseignants-chercheurs, qu'ils soient mandatés pour le SAES ou non, travaillent avec les idées du SAES dans l'enseignement supérieur. Ces idées-là, je veux les écouter, je veux les entendre et je veux, avec l'aide du gouvernement, aller de l'avant pour trouver des solutions. Il y a beaucoup de questions qui sont sur la table. Nous sommes en train d'avancer. Nous avons beaucoup avancé sur la question du décret. Les premiers paiements ont été faits. Il y a quelques difficultés techniques qui subsistent encore. Le gouvernement est en train de travailler à les régler. Comme le président de la République, le Premier ministre et moi-même, nous nous sommes engagés. La question du recrutement des enseignants-chercheurs est en cours. Non seulement nous avons annoncé le recrutement de 500 enseignants-chercheurs dès la rentrée prochaine, mais si vous regardez le communiqué du Conseil des ministres du 23 juillet dernier, nous nous sommes engagés pour un plan triennal. 500 pour cette année, 500 pour la rentrée 2026 et 500 pour la rentrée 2027. Ça qui fait qu'en 2 ans, le gouvernement du Sénégal aura recruté 1500 enseignants-chercheurs. Et cela est important par rapport aux revendications du SAES. Vous voyez que le thème qu'ils ont présenté aujourd'hui pour le 15e congrès est lié à la santé des enseignants-chercheurs. Pourquoi les enseignants-chercheurs sont malades? Parce qu'ils ont le stress, parce qu'ils ont une surcharge de travail. Nous espérons qu'avec ce recrutement massif, ils auront un peu plus de temps libre à consacrer à la recherche, mais à consacrer aussi à la préservation de leur santé. Il y a enfin la question des chantiers qu'on devrait pouvoir terminer dans les différentes universités. Le président de la République s'est engagé pour un plan d'urgence. Tous les jours, nous sommes en train de travailler à ce plan d'urgence pour pouvoir le mettre en œuvre rapidement.
À l'instant, le ministre de l'Enseignement supérieur Abdou Rahman Diouf. Je vous le disais en titre, le directeur général de la Caisse de dépôt et consignation, Fadilou Keïta, a rendu visite de courtoisie au khalife général de la Fayda Ibrahimiya, Elhadji Mamadou Mahi Niasse, et a rappelé que la CDC a une mission de service public qui travaille avec les collectivités territoriales et les foyers religieux en font partie. C'est que la Caisse de dépôt et consignation a poursuivi des missions d'intérêt général. À ce titre, elle travaille directement avec les collectivités territoriales. Et justement, dans ces collectivités territoriales, nous avons des institutions sociales que sont nos foyers religieux. Donc il était important, en cette célébration de Maulid, de venir dans une cité aussi symbolique que Medina Baye, auprès du Khalif Cheikh Mahi Niasse, pour un peu lui témoigner notre affection, notre appartenance à cette communauté, mais aussi lui apporter les solutions, les demandes de prière à l'endroit du président de la République, de tout le Sénégal, de son Premier ministre, de l'ensemble de son gouvernement, mais aussi de pouvoir un peu lui présenter la Caisse de dépôt et consignation, ce qu'elle fait en direction des collectivités, mais aussi le rôle majeur attendu à titre de contribution des foyers religieux dans le développement du Sénégal. Projet dans lequel la Caisse de dépôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un acteur majeur. Vous savez, le Saloum est un des épicentres économiques du Sénégal. Il l'a été par le passé. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase transitoire pour aller vers un Saloum beaucoup plus productif, beaucoup plus important en matière d'opportunités, en matière de possibilités pour la jeunesse, les acteurs économiques et l'ensemble de ces personnes, de ces flux migratoires qui un peu transitent dans cette zone. Vous savez, le Saloum est un carrefour international. Le Saloum est le bassin arachidier avec une jeunesse extrêmement importante, mais aussi qui regorge d'énormes potentialités. Une ville politique aussi. Je crois que si les acteurs des différents segments de l'économie, de la scène politique, des cultures et autres sont mobilisés autour du développement économique et social de Kaolack, on pourrait avoir un Kaolack meilleur. Mais je crois que parmi ces acteurs que je viens de citer, le Khalif de Medina Baye est un des pionniers, un des acteurs majeurs du développement économique de ce secteur. L'actualité sur Alfayda FM. 12h20, l'info se poursuit sur la référence. La Zawiya, modèle de développement socio-économique pour la souveraineté alimentaire, le thème qui a été choisi lors du panel tenu à Medina Baye, le panéliste disciple de Thierno Assane Dème Pape Nione, que je vous propose d'écouter. L'objectif du panel a été aujourd'hui de déclarer naissance la révolution verte sous les drapeaux de la Tariqa Tidjaniya. Vous pouvez vérifier ça à partir du thème que vous avez assisté aujourd'hui. Vous avez assisté à son exposé qui a été la Zawiya, modèle de développement socio-économique pour la souveraineté alimentaire. Nous attendons de l'État du Sénégal un accompagnement dans tous les sens, un accompagnement technique. Comme l'a souligné le Cheikh, la maison est très représentée au niveau du Sénégal. Dans toutes les régions du Sénégal, on rencontre les fidèles de la Zawiya et nous voulons faire reproduire le modèle de Darou Miraye dans tout le Sénégal. Pour faire cela, nous avons besoin de l'accès à la terre. Nous avons aussi besoin d'accompagnement financier et technique parce que notre objectif principal est de former, de créer un capital humain très important et pour cela, nous avons besoin d'un accompagnement technique. Oui, avec ces genres de projets, on peut atteindre la souveraineté alimentaire. Je vous donne un exemple. À travers l'explication du Cheikh, quand il répondait à la question liée aux piscicultures, la difficulté pour alimenter les poissons, il a dit qu'il a fait la comparaison les piscicultures, les bassins au quartier général qui est Darou Miraye. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Il voulait dire qu'il utilise beaucoup d'aliments pour nourrir ses poissons, comme il nourrit les fidèles. Parce que les fidèles qui sont là sont à peu près 200 personnes. Mais il n'y a aucun talibé qui va dehors pour s'alimenter. Tout le monde s'alimente là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a réussi l'autosuffisance alimentaire au niveau de la Dara à cause de l'agriculture. C'est pour cela, nous aussi, on dit que si on réussit à reproduire le modèle de Darou Miraye dans tout le Sénégal, dans tous ces coins-là, il y aura l'autosuffisance alimentaire. Si cela se produit davantage, l'autosuffisance alimentaire, alors devient une chose vraiment vérifiable dans tout le pays. Oui, Darou Miraye est reconnu juridiquement comme une école, comme Dara. Mais nous avons besoin d'une reconnaissance juridique dans le sens plus large. Par exemple, comme une entité et formatrice dans tous les sens. À l'instant, le panéliste et disciple de Thierno Assane Dème Pape Nione reproduire le modèle Darou Miraye à travers tout le Sénégal. Direction Saint-Louis, où la ville a vibré au rythme des régates 2025, tirant une foule nombreuse le long des rives du fleuve. Le gouverneur de région Alassane Sall au micro de Bara Diop. L'arbitrage, il y a un jury composé d'éléments qui sont neutres. Ils sont neutres pourquoi? Ils n'habitent même pas la ville de Saint. C'est des jeunes qui connaissent la course, qui sont à la fédération de Dakar, qui sont venus arbitrer cette course. Et à chaque fois qu'il y a arrivé, un procès verbal est édicté par le jury, dire qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. On
l'a fait sans problème pour la première course et dont le vainqueur a reçu la coupe de la main du représentant de l'AIBD, en l'occurrence le directeur général. Ils ont pu réaliser cela, c'est parce que tout simplement les fils, les dignes fils de Saint-Louis, les ont aidés, alors et ont contribué pour que la fête soit belle. Alors véritablement, je ne peux que magnifier cela, remercier tout le monde, féliciter tout le monde et appeler les populations à prendre exemple sur cet événement qui, au-delà du sport et de la culture, réunit et passe. À l'instant, le gouverneur de région Alassane Sall sur les régates 2025 à Saint-Louis. Le fondateur de l'entreprise Adjaken Yetam, Ali Haïdar, revient sur le but de cette entreprise, mais aussi comment sensibiliser les populations sur l'importance de planter de l'arboriculture. Je plante tellement d'arbres que les mamans de Adjaken Wolof m'ont appelé Adjaken Yetam. Alors j'ai créé une entreprise qui s'appelle Adjaken Yetam et qui plante des palmiers ténéra pour le compte du ministère de l'Agriculture, de sensibiliser les populations sur l'importance de planter de l'arboriculture. Quand vous cultivez de l'arachide tous les ans, vous devez recommencer, tous les ans, vous devez recommencer. Quand vous plantez un palmier ténéra, vous le plantez une fois et il produit pendant 50 ans. Dans un hectare d'arachide, si vous récoltez 600 000, vous êtes heureux. Dans un hectare de palmier, vous récoltez 6 millions et vous récoltez cela pendant 50 ans. Ça veut dire que vous en profitez, votre fils en profite, votre petit-fils en profite. Alors c'est pour cela que je sensibilise les gens en leur disant qu'il est important de faire de l'arboriculture à côté de l'agriculture. Nous ne vont pas commencer aujourd'hui puisque la jeunesse de Kolda, le CLEV dirigé par Alassane Béa avait déjà commencé. Donc aujourd'hui nous avons à peu près une dizaine de milliers de plants et nous n'allons pas arrêter. Nous faisons ça dans la région de Sédhiou, la région de Kolda et la région de Ziguinchor, mais toujours pour le compte du ministère de l'Agriculture. 12h25, la vie school, à l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Votre rubrique Djangondochi Benen Anam ou apprendre ensemble autrement s'intéresse aujourd'hui à l'infraction relative au vol et les sanctions prévues par la loi sénégalaise. Ndeye Fatou Cissé s'entretient avec l'avocat Maître Serigne Chong. L'infraction relative au vol et les sanctions prévues par la loi dans votre rubrique Apprendre ensemble autrement. Il y a des vols d'abord qui ne sont pas, par exemple, si un fils vole un bien appartenant à son père, vous savez que ça, il y a ce que l'on appelle l'immunité parentale. Ce vol-là ne peut pas être puni. Et pour évoquer le sujet avec ses particularités, nous sommes avec l'avocat Maître Serigne Chong. Relativement aux sanctions du vol, il faut noter que ces sanctions diffèrent en fonction du vol. Selon qu'il s'agit d'un vol simple ou d'un vol aggravé, voilà, donc les sanctions diffèrent. Maintenant, il y a le vol aggravé délictuel et le vol aggravé criminel. Donc, s'il y a une seule circonstance aggravante, souvent c'est délictuel. Maintenant, la réunion de deux circonstances aggravantes ou trois circonstances aggravantes change totalement la donne et souvent donne au vol un caractère criminel. Maintenant, qu'il s'agit de vol délictuel ou de vol criminel, les peines diffèrent. Si c'est d'un vol criminel, c'est des peines de 10-20 ans. Il peut même arriver que, en fonction des circonstances, que la sanction soit la perpétuité, lorsqu'il y a usage de violence ou bien qu'il y ait mort d'homme, ainsi de suite. Donc ça, c'est les travaux forcés à perpétuité, c'est des peines criminelles. Sinon, si pour les vols simples et les vols aggravés, c'est des peines délictuelles qui peuvent aller de 2 ans à 5 ans. Et puis parfois, si c'est un délinquant primaire, s'il y a des circonstances atténuantes, vous savez que la jurisprudence accepte que le juge puisse descendre en deçà même de la peine minimale pour donc faire au prévenu, en tout cas à celui qui est jugé, une application bienveillante de la loi pénale en lui faisant une peine en deçà de la minimale légale. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, effectivement, le juge, à chaque fois que la loi ne l'interdit pas, peut effectivement prononcer des peines de sursis. Voilà, sauf si la loi prévoit expressément que le sursis ne peut pas être prononcé, le juge peut le faire, effectivement. Donc, c'est ça la réponse par rapport à la dernière question. Effectivement, il peut toujours y exister des circonstances atténuantes et bien des cas où on peut effectivement prononcer des peines de sursis en matière de vol. Apprendre ensemble autrement. Le halal, ce qui est licite, est clair, c'est-à-dire
qu'il y a des choses qui sont très claires. Et le haram, l'illicite, est clair. Il y a des choses illicites qui sont très claires. Comme boire de l'eau, c'est licite, c'est clair et connu par tous. Boire de l'alcool, c'est clair et c'est connu par tout le monde comme étant illicite. Mais entre les deux, wa baynahuma, et il dit entre les deux, il y a des choses ambiguës. Il y a des choses qui prêtent à équivoque, qui sont ambiguës. C'est halal ou c'est haram? J'ai un doute. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ, celui qui se préserve des ambiguïtés, eh bien, aura préservé sa religion et son honneur. Eh bien, voilà, le croyant, eh bien, n'est pas tel une feuille morte qui se fait emporter par n'importe quel coup de vent dans ses relations avec les gens et avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa pratique religieuse. C'est pas Shaitan, il joue avec lui. C'est bon, la prière après. Ou alors, dès qu'il y a une petite ambiguïté venant d'une personne, eh bien, c'est bon. Il tombe dans les ambiguïtés, il délaisse tel acte d'adoration ou il tombe dans le haram. Le croyant reste toujours ferme. Le croyant demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir. Et il n'est pas ici facile à être influencé. Dans toute chose, quand il vend et quand il achète, il fait attention. Il est généreux, mais il ne se fait pas avoir. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être dans une certaine parano et devenir mauvais. Attention. Quand tu te maries, tu ne dois pas être trop naïf parce qu'on a beaucoup de jeunes, ils sont trop gentils, trop bêtes. Parce que sachez une chose, qu'une qualité, si tu ne lui mets pas un cadre, si tu ne la gères pas bien, cette qualité peut être un défaut. Quand tu es trop gentil, les gens abusent de toi et à la fin tu vas te faire avoir. C'est pour cela que tu dois être gentil. Walakin, tu dois être toujours sur tes gardes. Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum. Prenez vos précautions. Voilà donc que c'est ici que se referme votre rubrique. Rendez-vous prochainement avec un autre sujet. Actualité internationale. Sur l'international RDC, 10 ans de prison contre Constant Moutamba. L'arrêt de la haute cour sera rendu dans 12 semaines, soit le 27 août prochain. En RDC, un conclave était organisé à Bruxelles, en Belgique, pour la formation qui avait refusé d'intégrer le gouvernement de Félix Tshisekedi. Ce rendez-vous, c'était l'occasion de préparer une riposte politique. En République démocratique du Congo, toujours, le procureur demande 10 ans de travaux forcés à l'encontre de Constant Moutamba. L'ex-ministre de la Justice est accusé d'avoir essayé de détourner près de 20 millions de dollars dans le cadre d'un marché de construction d'une prison à Kisangani. Rien ne saurait justifier sa condamnation, déplore la défense. La haute cour rendra son arrêt dans 2 semaines. Actualité internationale. Le début d'un marathon politique de 3 ans pour Moïse Katumbi. L'opposant en exil et son parti Ensemble pour la République commencent déjà à établir leur stratégie en vue de la prochaine présidentielle de 2028. Il y a 21 ans jour pour jour, c'est à la frontière entre la RDC et le Burundi, dans un camp de réfugiés de Gatumba, qu'avaient été massacrés 166 personnes membres des Banyamulenge, groupe ethnique de Tutsis congolais. Ce carnage de la nuit du 13 au 14 août 2004 a été organisé par 2 responsables principaux selon Human Rights Watch et les Nations Unies, à savoir l'opposant burundais Agathon Rwasa, ex-chef des Forces nationales de libération FNL, et son porte-parole Pasteur Abimana, qui avait revendiqué ce massacre dans les médias avant de dire plus tard que sa voix en fait était imitée. La communauté Banyamulenge rendait hommage aux victimes. Des commémorations étaient ainsi organisées à Kinshasa et Bukavu pour réclamer aussi que les auteurs de cette tuerie soient poursuivis devant la Cour pénale internationale. Actualité internationale. Dans l'ouest du Soudan, au moins 40 personnes sont mortes du choléra en 1 semaine dans le Darfour. Un bilan établi par Médecins sans frontières qui alerte sur la plus grave épidémie de cette maladie dans le pays depuis des années. Actualité internationale. Après des décennies d'omerta, la France a enfin reconnu avoir participé à une guerre contre les indépendantistes camerounais. La lettre d'Emmanuel Macron adressée à Paul Biya fin juillet a été rendue publique mardi. Le président français reconnaît que Paris a réprimé les mouvements indépendantistes et a continué d'appuyer les autorités camerounaises dans leurs actions après l'indépendance. Une déclaration qui reprend les conclusions d'un rapport de la commission mixte franco-camerounaise remis en janvier dernier
dernier aux 2 chefs d'État. Mais selon l'une de ses membres, Alvida Sembe, cette déclaration d'Emmanuel Macron n'est qu'une première étape. Actualité internationale. Une route de 155 km qui tire vers le haut toute l'économie d'une région de la Centrafrique. Le tronçon rénové entre les villes de Sibout et Kagabandoro a permis de réinsérer sur le marché de l'emploi près d'1 millier de jeunes après la guerre et l'occupation par les rebelles entre 2013 et 2019. Un projet financé notamment par la Banque mondiale à hauteur d'1,8 milliard de francs CFA et qui s'est ensuite écoulé au travers de multiples initiatives locales. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec le championnat d'Afrique CHAN 2025. Hier, la Guinée et l'Algérie ont fait match nul 1 but partout. La Guinée est déjà éliminée. Niger, Afrique du Sud, 0 but partout. Ce soir à 17h, République centrafricaine joue la Tanzanie. Burkina Faso, Madagascar à cette même heure. Demain, RD Congo, Maroc à 12h. À cette même heure, Zambie joue le Kenya. Football toujours cette fois-ci en Europe avec la première journée des championnats européens. En Ligue 1, Rennes a battu Marseille 1-0. Rennes de Michael Faye et de Habib Bey. Ce soir à 15h, Lens reçoit Lyon. Monaco joue le Havre à 17h. Nice joue Toulouse. En Angleterre, Liverpool a battu bassement sur le score de 3-2. Aujourd'hui, Aston Villa joue Newcastle. Brighton joue Fulham à 14h. Sunderland joue West Ham à 14h. Tottenham joue Burnley à 14h. Wolverhampton reçoit Man City à 16h30. En Espagne, hier, Gérone a été battu par Rayo Vallecano sur le score de 3-1. Ce soir à 17h30, Mallorca reçoit le FC Barcelone. Alaves joue Levante à 19h30. Valence joue Real Sociedad à 19h30. En Allemagne, on joue la Coupe d'Allemagne avec les 32e de finale. Hier, Bayer Leverkusen a malmené Grapach 4-0. Armagnac bat Werder Bremen 1-0. Götze perd lourdement devant Union Berlin 0-5. Saarbrücken s'incline devant Magdeburg 3-1. Ce soir, c'est la finale de la Super Coupe d'Allemagne. Stuttgart joue Bayern Munich à 18h30. Premier tour de la Coupe d'Italie. Hier, Empoli Regagnant ont fait match nul 1 but partout. Sassuolo bat Catanzaro 1-0. Lecce bat Juve Stabia 2-0. Quittons les pelouses pour retrouver les parquets cette fois-ci avec l'Afro-basket masculin Angola 20-25. Hier, le Rwanda battu par la RDC 65-58. Cameroun bat Madagascar 80-77. Cap-Vert s'incline devant la Côte d'Ivoire 81-82. Sénégal-Mali. Guinée joue Libye ce soir à 15h. Égypte-Ouganda. Angola-Soudan du Sud à 18h. Le monde de la lutte sénégalaise est en deuil. Le lutteur Franc Bouyarak est décédé à l'hôpital Idriss Pouye de Grand Yoff des suites d'une blessure survenue récemment qui avait nécessité son hospitalisation. Jeune talent promoteur, Franc Bouyarak avait participé à 2 combats cette saison et était apprécié pour son engagement. C'en est tout pour cette page sportive. Alfayda FM 90.1. Une mise en onde de Sédiraj Libas Baye. La rédaction en chef a été assurée par Neifatou Sissé. Était devant ce micro, Serigne Moussa Khan. Vous avez rendez-vous avec l'information à 13h. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Tchofak Bambara, un quartier dans la commune de Kaolack. Les habitants étaient dans la rue pour dénoncer la gestion jugée insuffisante des autorités face aux inondations. Ces lourdes conséquences sans réponse. Les habitants continuent de vivre dans l'angoisse. Le regard tourné vers le ciel à chaque nuage menaçant. Nous nous sommes rendus à Tchofak Bambara. Le Saloum, un des épicentres économiques du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase transitoire pour aller vers un Saloum beaucoup plus productif en matière d'opportunités et de possibilités pour la jeunesse, a déclaré le directeur général de la CDC lors de sa visite de courtoisie à Medina Baye, Fadilou Keïta. Votre rubrique Djangodochi Benen Anamou à prendre ensemble autrement s'est intéressé aujourd'hui à l'infraction relative au vol et les sanctions prévues
par la loi sénégalaise, Ndeye Fatou Cissé s'est entretenu avec l'avocat Maître Serigne Diong sur l'international RDC. 10 ans de prison contre Constant Moutamba. L'arrêt de la haute cour sera rendu dans 2 semaines, soit le 27 août prochain. Et puis sport, début des championnats européens CHAN 2025. Clap de fin pour la Guinée et le Niger dans un groupe C très disputé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Excellent sur des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.